c'est que dans le livre de la famille de Gombert, il est dit que Maldonat, le droguiste, Jourdan, enfin ils étaient quelques-uns, ils ont fouillé le puits. Il y avait notamment monsieur Marin, lui il est venu après, il a seulement questionné les gens. C'est un ophtalmologiste à la retraite de Sisteron. Donc ils ont creusé le puits, ils ont descendu environ 6-8 mètres, et il s'est passé un événement qui les a un peu perturbés. Un courant d'air, des poussières, mouvement de terrain. Bon, ça se comprend quand on est dans un boyau, qu'on descend, on est un peu inquiet. Ils montaient les gravats à l'aide d'une chèvre. Et quand ce phénomène s'est produit, ils sont sortis, ils sont allés à la ferme, ils ont demandé s'il y a eu un tremblement de terre, parce qu'on est sur une zone sismique. Ils ont dit non. Ils sont revenus, mais c'était un peu perturbé. Ils ont recommencé, mais il n'y avait plus la volonté, il n'y avait plus la hargne. Du coup, le même événement s'est reproduit. Ils ont eu peur, et ils ont tout rebouché. En fait, dans le livre, il est dit qu'ils étaient courageux, mais pas téméraires. Et en fait, ils ont pensé à la malédiction de Toutankhamon. Voilà. C'est peut-être que le but n'était pas uniquement de vider le puits des gravats. C'était peut-être, c'est une supposition, trouver un tunnel, parce que dans certains endroits, en bas du puits, existe un échappatoire, un tunnel pour s'échapper, voilà, pour se cacher. Et donc, en fait, en descendant, leur idée, parce qu'ici, les gens ont l'esprit fécond, on les laisserait faire, on n'aurait plus de patrimoine, on aurait un confetti, parce que tout le monde fouille, et les idées, ça émerge, il y en a dans tous les sens. Et donc, le fait de descendre, c'est parce que dans un livre, il est écrit que Dardanus se reposerait sur le rocher de Dromont. D'accord. C'est une nouveauté, hein, mais bon, ça reste à prouver. Et ça peut être quelqu'un, je ne dis pas d'illuminé, qui a dit ça, ou qui avait l'esprit fécond. Toujours est-il que du moment que c'est écrit, il y en a qui se disent... Donc certains ont pensé que c'était au fond du puits, qu'il y aurait peut-être eu une cache. On va trouver un petit chemin qui va nous amener vers lui. Et je sais qu'ils ont, puisqu'il y a une entrée, il y a également une sortie. Est-ce que c'est le même endroit? Voilà. Mais je sais que pendant longtemps, derrière le rocher de Dromont, ils ont cherché la sortie également. Parce que d'ici, on peut rentrer, mais pour rester coincé au fond, c'est pas intéressant. Donc il faut une sortie. Et je sais qu'une sortie a été cherchée en vain. Donc tout tombe à l'eau, finalement. Hein. Ils ne sont pas allés au fond, et personne n'est allé sur le rocher de Dromont. Donc on peut écarter cette hypothèse. Voilà. Et après, il y a ce que je disais tout à l'heure. Il y a M. Milin qui est au conservatoire de la Bibliothèque royale de Paris, qui vient, c'est dans les années 1880, quelque chose comme ça. On a un notaire, Laborde, et il fait une déclaration au notaire Laborde en disant, puisque sur pierre écrite il est écrit qu'ils sont venus, mais ce n'est pas mentionné qu'ils sont partis, eh bien ils sont pris sous l'éboulement. En fait, c'est un peu tiré par les cheveux et ça ne veut rien dire. Il y a même la rumeur d'une statuette qui aurait été retrouvée près du rocher de Dromont. Quel genre de statuette? Une statuette d'origine égyptienne, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Alors, en fait, non, je n'en ai pas entendu parler. Pourtant, je suis là depuis les années 1970. Ouais. Donc, ça fait un demi-siècle quasiment. C'est une rumeur après, hein, je ne sais pas si... Voilà, et j'ai ma belle famille qui est de souche. Donc, ils pourraient être au courant et je n'aurais entendu parler. D'accord. En fait, récemment, il y a à peu près 5 ans, il y a un événement qui s'est produit. Il y a quelqu'un de Paris qui est venu et qui aurait trouvé une Vierge noire. Alors là, ça c'est encore pareil. Ouf, on met de côté et on n'en tient pas compte. En fait, il est venu, puis... Parce qu'il y en a beaucoup dans la région, hein, des Vierges noires. Il y en a un sacré paquet, donc... Donc en fait, cette Vierge noire, j'ai dit, mais ça m'intéresse, puis je m'occupe du patrimoine. Donc du coup, j'ai dit, faites-moi voir où c'est. Et on part. Il était avec 2 personnes, donc ils étaient 3. Et on va derrière le rocher de Dromont. Je connais tout ça parce que je chasse derrière et tout. Il y a des bergers qui ont passé leur vie, notamment M. Zappa, qui est propriétaire du terre là derrière. Et donc je vais avec lui, je me vais devant, il soufflait, pourtant ça ne monte pas, il soufflait déjà. On fait d'un côté et de l'autre, et finalement, il s'arrête à un endroit, il me dit, elle était là.
Ben, je dis oui. Et quand on fait les constatations de l'emplacement, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. C'est un rocher comme ma main. C'est pas la terre qui s'est ouverte, c'est pas un éboulement, c'est pas. Non, pas du tout. Ça ne peut pas correspondre à une vierge qui était là, ne serait-ce que pendant un an. Pourquoi? Parce qu'elle est noire, elle avait une main relevée, noire, et quand il neige, ça fond. Et on a tous des jumelles, on arrive à voir à 3 km, et on ne pourrait pas avoir quelque chose qui est à 100 mètres devant nous. Ni le berger qui passe par là, ni l'agriculteur. Oui, du jour au lendemain, elle était là, quoi. Voilà, et cette statuette, elle était propre. Hmm. Elle n'était pas recouverte, il n'y a pas de il n'y a pas de, comment dire, de mousse, il n'y a pas de feuilles, il n'y avait rien. Et son socle avait à peu près une bande de 2 cm tout autour. Pour moi, ça m'a fait penser à quelque chose qui était scellé sur du ciment rond. Donc, je n'ai pas retrouvé cet emplacement-là. Avant de creuser, il sonde. Après un orage, il sonde. Ça sonne creux. Il en parle au village. Tout le monde, le Seigneur réquisitionne du monde. Tout le monde vient. On retire la croix. On retire toutes ces pierres. Et on retire en même temps plus d'une charrette d'ossements. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre l'accès à la crypte. On est en 1656. La crypte est datée du XIe siècle. On peut aller un peu plus bas, mais bon, voilà. Ça fait 500 ans que c'est fermé. Et il y a un tas de pierres qui protègent ça. Quand ils découvrent donc l'accès à la crypte, bien sûr qu'ils nettoient, ils descendent, elle était remplie. Hein, et donc, à ce moment-là, ils décident de faire la chapelle, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, qui faisait 25 mètres de côté à l'époque. Il y avait de nombreux pèlerinages, c'était imposant, elle était beaucoup fréquentée. Et puis la partie orientale, comme c'est à la pente, c'est parti. Et du coup, ils ont fait cette jambe de force à l'extérieur. En 1890, il y a Esseric, c'est le début des photos sur les plaques de verre. Et donc, il vient ici et il fait la photo de la façade. C'est dans le même état. La partie s'était effondrée devant et à gauche. Et donc, la partie qui s'est effondrée, là devant moi, eh bien, ils ont pris les pierres, ils ont bouché la voûte en dessus de la croix. Et ils ont bouché juste en dessus de la croix, ils ont bouché la voûte, on voit encore l'arceau. Voilà. Et ils ont fait la même chose à droite. À droite, on voit que c'est également bouché. Donc le pilier qui est là, c'est un pilier central qui desservait 4 voûtes. 2 vers nous et 2 à l'intérieur. Voilà. Puisque nous sommes sur la réserve géologique, donc on a des ammonites, on en a une sur cette marche et une sur cette marche. Voilà. On en a une ici qui est cachée. Ah ouais, effectivement. Voilà, on en a une ici et on en a une autre ici. Voilà. Donc c'est bien de l'origine. Voilà. Donc en 1656, ils décident de faire cette partie-là, voilà, qui s'est effondrée. Maintenant, je vais vous faire voir à l'intérieur. Et il faut savoir qu'on avait également comme seigneur le seigneur de la famille de Gombert. Les de Gombert ont régné environ 800 ans en Provence. Et le dernier de Gombert, quand il signait un acte officiel, il signait Saint-Geniès de Grosmont. Le seigneur de Gombert avait son château à Saint-Geniès qui est détruit à la Révolution, etc. Et on a une église également à Saint-Geniès qui est protégée, l'église Notre-Dame de Groseille. Attenant à la petite église, il y avait la chapelle du seigneur de Gombert. Il est décédé le 23 janvier 1700, quelque chose comme ça. Il est enterré dans sa chapelle privée et 5 curés signent l'extrait d'acte de décès. 9 mois plus tard, son épouse décède, le 3 septembre. Elle est enterrée, c'est mentionné sur l'extrait de décès qu'elle est enterrée dans le cimetière avec les manants. En fait, aujourd'hui, ça pose un petit problème. Pourquoi ce changement de traitement? En fait, elle a mis au monde, de l'union du seigneur de Gombert et de Anne-Marthe de Grimaldi du Rocher de Monaco, elle a mis au monde de leur union une fille, Roseline. Et donc la branche des de Gombert s'est éteinte. Voilà. Et semble-t-il, les 2 curés qui ont inscrit le décès d'Anne-Marthe de Grimaldi dans le cimetière se seraient trompés. Ça reste encore à prouver.
Toujours est-il qu'aujourd'hui, ils seraient quand même réunis, parce que la petite chapelle privée n'existe plus, ils seraient réunis dans la nef principale de l'église, dans la confrérie de la Roseraie. Voilà, ça c'est pour notre Seigneur. Donc avant, c'était Saint-Geniès de Dromont. On aimerait bien retrouver ce nom-là, sachant que on serait les premiers, disons, sur Internet à apparaître. Voilà, au lieu de Saint-Geniès où il y en a une multitude, Saint-Geniès de Dromont, on serait avant Saint-Geniès d'Anti, tout simplement. Et donc, quand on nous ouvrirait la page, on nous trouverait de suite. Ça serait avantageux. On n'en est pas là. Voilà. Bon, allez, on passe à l'intérieur. En 1976, quand ils ont refait le toit, ils ont purgé les voûtes, ils en ont profité pour mettre une ceinture métallique. Du coup, la chapelle, elle est ceinturée, elle est posée sur les voûtes. Donc, effectivement, elle est un peu lézardée, mais bon, voilà, elle est en bon état, le toit est sain, donc il n'y a pas de problème. Elle va pouvoir rester comme ça pendant de nombreuses années encore. Et de toute façon, pour la réparer, des finances qui vont manquer. Je vous ai parlé que de l'autre côté, la partie orientale qui s'est effondrée, c'est la partie de la chapelle. En fait, on retrouve la trace, le contour de la porte ici, qui permettait de se rendre de l'autre côté. On voit une niche ici. En fait, quand en 2010, Mapelli a refait le mur à l'extérieur, la chambre de force, il a mis à jour une niche identique à celle-là, ainsi qu'un placard. Tout ça, c'est protégé par le mur double qui est à l'extérieur. Mais de l'autre côté, on pouvait s'y rendre en passant par là. Voilà. Même qu'on n'a pas l'œil de maçon, on s'aperçoit que le pilier, il suivait ce que le mur extérieur a pas fait, c'est-à-dire qu'il voulait partir à la pente. Maintenant, je vous emmène dans l'abside droite, et je vais donner un petit coup de balai, ce qui permet de voir les joints. C'est super. Allez, à l'époque, donc c'est les pierres qu'on retrouve également en bas dans la crypte. Voilà. C'est les mêmes. Voilà. D'accord. Oui, c'est les mêmes. Voilà. Donc, je vous amène ici parce que c'est quand même intéressant. On a un rétable qui est d'origine. En fait, ce rétable, en bas à gauche et à droite, les enroulements, on voit, c'est la forme des ammonites. Au centre, il y avait un tableau. Ce tableau, en fait, en 1890, quand Tesséric est venu, a fait la façade, la photo de l'extérieur de la chapelle, la façade, il y avait deux petits ronds, des oculus, comme des hublots, et au sommet, il y avait un clocher, voilà, donc qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, il a fait la photo extérieure et il a fait la photo en bas, dans la crypte. Malheureusement, il n'a pas fait la photo d'ici. On peut penser qu'à ce moment-là, le tableau qui est à l'intérieur était déjà volé. Toujours est-il qu'en 1905, quand il y a séparation de l'Église et du pouvoir, l'inventaire fait par l'Église, remis à l'État, aurait dû mentionner le tableau. Ils ne l'ont pas mentionné, c'est que très certainement, il n'était pas là non plus. Ce tableau, en fait, il représentait quoi? L'Assomption ou la Résurrection? On ne sait pas exactement. Ça figure dans le livre de Marc Deleu, qui est un historien qui habite qui a une maison juste en dessous. Voilà. Et donc, le peintre est Laurent Fauchier, un portraitiste d'Aix-en-Provence, qui a peint un portrait de l'évêque d'Apt. Voilà. Il était en train de peindre la fille de Madame de Sévigné quand il est décédé à l'âge de 29 ans d'un excès de travail. Bernabou, je sais pas, quelque chose comme ça. Et il peignait également le Parlement et il était payé par tiers, début, milieu et fin. Ce tableau, on ne sait pas où c'est qu'il est passé. Aujourd'hui, on n'a pas l'espoir de le retrouver, mais dans le cas où on arrive à mettre la main dessus, à coup sûr, on pourra affirmer que c'est le nôtre parce que dans le cadre, il y a encore de la toile, de la peinture et de la pigmentation. Et avec une comparaison d'ADN, puisque maintenant c'est ce qu'on se sert pour tout, donc on pourrait dire que c'est le nôtre à coup sûr. Voilà. Malheureusement, j'ai eu déjà 2 frayeurs. Un tableau sur Tarbes qui m'a été signalé, mais il était plus grand, c'était pas ça. Ensuite, un tableau beaucoup plus petit sur Valençol. Je suis allé voir sur place, mais c'était pas ça. Voilà. 2 frayeurs pour rien. On espère que la 3e sera la bonne. Voilà.
Ouais, super. Laurent Rocher avait des entrées à la cour royale, mais il a tout le temps refusé d'y aller, de s'y rendre. Voilà. C'est comme ça. Allez, on va passer de l'autre côté. Ici, vous voyez, ça a été fouillé. Malheureusement, il y a de nombreuses fouilles. On sait qu'il y a un tonsuré de la famille de Gombert qui souhaitait être enterré à la chapelle d'Autremont. Et il faisait même don d'argent pour qu'on puisse dire des messes en son honneur. Bon, je ne sais pas. Il y a eu donc le clocher de 1890 qui était en photo. Et il y en avait un autre qui était là-dessus, carré. Il était carré dans le coin. Et on voit d'ailleurs la fixation qui est ici. Voilà. Et la fixation qui est ici qui permettait de... D'accord. Voilà, Ah ouais. la fixation est ici. Donc quand ils ont refait le toit, eh bien, ils l'ont enlevé, tout simplement. Et comme je dis à tout le monde, une soupe sans sel, c'est fade, mais une église sans clocher, c'est la même chose. C'est vrai. Hein? Allez, on va par là. Voilà, je vous montre un mascaron, donc ça vient d'Italie, XVIIe siècle. En fait, au centre, il y a une figurine, je n'ai pas le détail précis de cette figurine, beaucoup parlent du culte de Mitra ou d'un bonnet phrygien. Voilà, j'attends qu'un spécialiste vienne et puisse m'en donner le détail. Pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui nous font des propositions, mais qui, à la suite, nous oublient en partant. Je vous ai parlé des ex-voto à l'extérieur. Nous en avons également à l'intérieur. Celui-ci retient notre attention. MB, Marie Boson, 1933. En fait, il y a une dame qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a fait de nombreux pèlerinages. Et puis un heureux événement s'est produit. Elle a mis au monde Marie Boson, qui est toujours vivante. Marie Boson, elle a porté la croix, elle s'est mariée avec la croix. Et dans les enfants, la croix fait partie de notre association. Il nous a remis le poème qui est ici, poème écrit par son grand-père en 1940. Pour les gens qui me laissent l'adresse, leur adresse internet, j'envoie le poème, c'est bien écrit. Et il avait très certainement une bonne documentation pour écrire ce qu'il a écrit. Voilà. Pierre Boson, 1940. On passe à l'autel. L'autel, l'église, elle est consacrée. L'église, elle est consacrée. Un évêque de Gap est venu, il a fait la grande messe. Donc annuellement, on y fait notre pèlerinage. On sort la Vierge à l'enfant de cette taille qu'on amène, et puis qui repart aussi vite. La chapelle a été fermée de nombreuses années. Elle commence à revivre un peu. Donc on va faire la journée du patrimoine. Ça se fait déjà depuis 2 ans. On va faire la journée des hameaux, ça va se faire le 1er juillet, et on fait également des concerts maintenant. Voilà. Donc on amène de l'électricité avec un petit groupe. Donc voilà, vous avez la pierre d'hôtel. La pierre d'hôtel est intéressante parce qu'elle a des points géodésiques, et on s'aperçoit que ce côté-là, c'est l'est. Et en fait, l'est, c'est l'ouverture au soleil qui est dessous, et le solstice d'été, ce que vous venez de voir ce matin. Donc on a l'est, D'accord. On a l'ouest, le nord, le sud, et au centre, pourquoi pas les reliques de Saint-Geniès. En fait, qui est Saint-Geniès? Saint-Geniès est un écrivain public qui avait la foi. Il était sur Arles dans les années 400. Et en fait, on lui a demandé de transcrire un édit contre les chrétiens et il a refusé. Il a fui, il est revenu parce qu'il n'était pas baptisé. Et puis bon, ils l'ont décapité. Du coup, c'est devenu un saint en Provence. C'est même allé jusqu'à Cornouailles, très loin, cette résonance. Et les bénédictins de Saint-Victor de Marseille auraient amené ces reliques, parce que les bénédictins de Saint-Victor de Marseille reçoivent cet espace géographique en 1030 du diocèse de Gap, et ils l'exploitent pour l'alpage, en 2 mots. Malheureusement, les bénédictins sont chassés par Férus, capitaine sanguinaire, qui détruit le monastère de Chardavon. Et on peut penser légitimement que ici, puisqu'il y avait une croix et un tas de pierres qui protégeaient l'accès à la crypte du XIe siècle, donc XIe siècle, les bénédictins, on est sur une parallèle, mais en 1656, on trouve un tas de pierres
Et en fait, c'est en 1385 que ce capitaine aurait détruit le monastère de Chardavon, et pourquoi pas ici. Et du coup, eh ben, sans le savoir, il a protégé le lieu, ce lieu qui était protégé par un tas de pierres, une croix. Donc en fait, 1030 les bénédictins, 1385 Ferragus, de 1030 à 1385, il y avait probablement quelque chose dessous, puisqu'on le retrouve en 1656, et après on connaît l'évolution jusqu'à nos jours. Voilà. Maintenant, on va descendre, on va aller dans la crypte. Récemment, on m'a également indiqué que cette clé pendante, qui est au plafond, la mercure qui part sur la droite, est effectivement orientée vers l'est. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc en fait, ça suit le. Donc quand on regarde comme ça, là, on voit en rond, ça part comme ça. Ouais, et le bâillement fait partie de ce que les gens ressentent. Voilà. Donc on va descendre, on va aller dans la crypte. Donc ça, il y a à peu près 18 marches, ça fait 64 cm de large. On descend ce soir, responsabilité, parce que les marches, elles ont été usées depuis ces siècles et des siècles par des souliers à clous, et non pas par des baskets comme nous aujourd'hui. Donc l'usure vient de là. Prudence. Mais une grande prudence, de toute façon, la dangerosité des escaliers en fait la sécurité, parce que les gens qui arrivent devant, quand ils voient la hauteur de la première marche, ils refusent d'y aller. Bon. On a une petite corde là. Et surtout, vous descendez sur votre entière responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'il a fermé? Voilà, vous êtes dans le Saint des Saints, et ce matin, vous avez pu assister, disons, au solstice d'été, et donc l'emplacement du rayon de soleil qui était venu. Voilà, ça, je vous laisse faire le petit montage. Voilà, donc en fait, quand, en 1656, ils sont descendus, c'était pas dans cet état, ils ont réaménagé le lieu, hein, ils ont refait des parties acceptables, donc d'abord ils l'ont vidé, et ensuite ils l'ont arrangé. Ils ont amené ces deux chapiteaux, c'est du réemploi, ça vient d'une chapelle qui n'existe plus aujourd'hui, donc ils les ont installés là. En fait, on a le socle, on a la colonne et on a le chapiteau. Le chapiteau, en fait, il y a des symboliques pour les animaux. Et puis il y a la symbolique grecque. Zeus était marié avec Héra. Héra a fait surveiller Zeus. Voyant qu'il était surveillé, il a tué Argos. Et Héra, reconnaissante, qui avait un animal préféré, le paon, elle a fait mettre au bout des plumes du paon les osselets. Et c'est pour ça qu'on voit les petits ronds au bout. Ce n'est qu'une symbolique. On doit reconnaître. Voilà, on voit les petits ronds. Ensuite, vous avez les têtes de bélier. En fait, ces têtes de bélier, on est dans un lieu agraire, un lieu de fécondité. Le bélier, il est là pour couvrir le troupeau, tout simplement. C'est vrai que Barruol, quand il parle de ces parties-là, il dit que ce sont des lobes refendus verticalement. C'est une vérité. Ensuite, en 1890, je vous ai parlé de Esseri, qui a fait la photo à l'extérieur. Il a fait la photo d'ici. Et en fait, la photo, à l'époque, ces deux parties-là étaient intactes. Donc on peut voir de quoi il s'agit. Alors, pour beaucoup, il s'agit tout simplement des attributs du bélier. En fait, on a eu un maire, Sébastien Jourdan, qui venait ici, faisait le catéchisme aux enfants. Et quand il faisait le catéchisme, il recouvrait cette partie-là de la capeline pour que les enfants ne voient pas. Le curé Jourdan a trouvé un écrit du notaire Laborde, fait par le sieur Milin qui venait de Paris. Et en fait, donc, le curé Sébastien Jourdan a recopié ce texte, et à la lecture, il y a quelque chose qui le dérangeait, c'est ces deux parties-là, et il a rayé. Donc en voyant la photo, vous pouvez voir ce qu'il y avait. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va parler de ce chapiteau. En fait, nous avons des épis de blé, ou de froment, et nous avons également l'amande qui est ici. On retrouve un peu plus à droite les lobes refendus verticalement. Il y a des entrelacs, des torsades, et au pied, on trouve les cordes, une ici et une autre là. Maintenant, j'en viens à la pierre dite de fécondité.
c'est là que les femmes venaient caresser, embrasser, pour avoir des enfants, en supposant qu'ils soient forts, vaillants et courageux, comme le bélier, sachant que dans la voûte de la canne des pontifes, le bélier est également incrusté. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez, ça a été fouillé. En fait, ce lieu a été fouillé dans le puits, sous vos pieds, ici, dans la descente d'escalier, en haut, ça a été fouillé de partout. Heureusement que c'est un lieu protégé, que maintenant il est fermé. On va y ajouter en plus une alarme, comme ça au moins dès que quelqu'un bouge, clac, il sera attrapé. C'est un cul-de-sac, on pourra mieux les appréhender. Voilà. Donc ça a été fouillé, cette partie-là, par M. Donadieu. M. Donadieu était maire de Saint-Geniès. Donc, le but, c'était de voir ce qui se passe derrière, et pourquoi pas, si Dardanus est par là, on ne sait jamais, puisque c'était déjà l'idée première du puits. Il est évident qu'après Donadieu, non, avant Donadieu, on a eu ici l'abbé Sébastien Jourdan, qui a fouillé au pied des escaliers. Son but, ben, c'est pas écrit, mais on peut légitimement penser que c'était le même motif que les deux autres. Ceux qui ont fouillé à la descente des escaliers, eh bien, on voit les pierres qui ont été déchaussées ici à droite, là. Voilà. On peut également penser que c'est le même motif. Donc finalement, à force de fouiller, on finit par affaiblir l'édifice, et donc heureusement que c'est protégé, c'est un monument classé, et donc maintenant plus rien ne va bouger. Puisque nous sommes dans la crypte, on peut parler d'un martyrium. Le martyrium de qui est le martyr? Saint-Geniès, pourquoi pas. Voilà. Donc à l'époque, les gens descendaient les escaliers, qu'on appelle une volée, par une petite fenêtre, ils touchaient les reliques, et ils sortaient de ce côté-là, puisque c'était ouvert. Comme ça, c'est effondré, c'est bouché. Voilà. Donc les gens descendaient, et ils faisaient comme ça. Je vais vous parler d'un autre chapiteau. Celui-là, il est tronconique, il est rustique, et on voit qu'il n'a pas de socle. Peut-être que Ferragus, ça ne l'intéressait pas, celui-là. Mais enfin bon, voilà. Maintenant, quand on se trouve dans une chapelle, dans un lieu de culte, et qu'on lève le bras, on ne touche pas le plafond. Ici, on touche quasiment. Dans la carte archéologique de la Gaule de Géraldine Bérard, il est dit que sous la crypte actuelle pourrait exister la véritable crypte paléochrétienne. Et on peut également se poser une question, quand on est un peu observateur, on se dit, puisque les escaliers ils sont incurvés et ils sont lisses, comment les escaliers, voilà, on voit, ils sont incurvés, ils sont lisses, comment se fait-il qu'ici, on est sur un sol qui n'est pas lisse et patiné par le passage de ces centaines de personnes? Donc, bien sûr, des fouilles seraient bienvenues pour accréditer une thèse ou l'autre. C'est-à-dire, oui, il y a quelque chose, non, il n'y a rien. Et donc, tous nos détracteurs, à ce moment-là, eh ben, ils n'auraient plus matière à avoir un esprit fécond pour dire des choses et des choses et des choses. En fait, des fouilles pourraient mettre à plat tout et arrêter tout débordement et revenir à des choses peut-être un peu plus carrées. Voilà. Ensuite, donc, vous voyez, là, on a également un coussinet. Malheureusement, on n'a pas la colonne qui est dessous. On a le coussinet, mais on n'a pas la colonne qui va dessous. Ensuite, vous avez cette ouverture, et ce matin, le 21 juin, vous avez pu voir le rayon de soleil qui rentre et qui vient, et qui illumine la crypte. Et donc, le matin, à un moment donné, oui, effectivement, on a une luminosité maximum, alors qu'on est enterré. Voilà, on peut lire quelque chose de petit. Vous l'avez vu, voilà, et bien c'est parfait. Il faut également savoir que dans cet ensemble ont vécu deux ermites, un nommé Barrière et un nommé Giraud. Il faut également savoir que puisqu'on est dans une église, chapelle, attenant, il y a toujours un cimetière, ou que ce soit mitoyen ou attenant. Ici, ça ne déroge pas à la règle. Derrière, en 1938, l'abbé Sébastien Jourdan a trouvé 5 sépultures paléochrétiennes. Maintenant, si vous avez un peu de courage, vous pouvez monter sur le rocher de Dromont ou au sommet, vous y trouverez un opidium, un castrum, ça dépend de l'époque. Voilà. Creusé dans la roche? Creusé dans la roche. Ah, ouais, d'accord. Et le volume de ce trou correspond en gros à une voiture. On pourrait y mettre une voiture. Voilà.
Ensuite, concernant donc Théopolis, dans le livre de Marc Deleu, il est dit qu'il pourrait y avoir 3 emplacements. L'emplacement de Chardavon, qui est un lieu religieux, où Dardanus aurait vécu, médité. Il y aurait eu Saint-Geniès, où là, c'était pour la nourriture, l'exploitation. Et Chabert aurait été le lieu de défense. Voilà. Et en ce qui concerne Dardanus, donc il y a l'inscription de Pierre Écrite. Vous avez toutes les indications qui sont dessous, sachant que Dardanus s'est converti au christianisme, il a correspondu avec Saint-Augustin, Saint-Jérôme. Il pensait que c'était un pélagiste, ils ont envoyé un traité qui est toujours d'actualité pour les chrétiens. Et quelques décennies plus tard, Sidoine Apollinaire a un peu vitriolé Dardanus, parce que son idée, c'est que en ayant les mains pleines de sang, puisque Dardanus a même coupé la tête à Alof, à Narbonne, qu'il a présenté au peuple. Donc on ne peut pas recevoir quelqu'un au paradis qui a les mains ensanglantées. En fait, c'était plutôt ailleurs qu'il fallait qu'il soit. Et donc, en cherchant bien, on s'aperçoit que les aïeux de Sidoine ont combattu Dardanus et y ont laissé la vie. Je vais vous parler de quelque chose, mais bon, nous ne sommes pas des historiens, on n'est pas des géologues, des archéologues, tout ça. Et en fait, nous sommes en train de travailler avec l'association Arpage sur la cité de Théopolis. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a 3 lieux, le côté religieux, Sardavon, Saint-Geniès, le côté agricole, et le côté défensif sur Chabert, à proximité du rocher de Dromont. Et donc, ce qu'il se passe, c'est qu'en 1992, lors de l'adduction d'eau de la Pinole, l'eau potable, donc ils ont mené de Saint-Geniès à Chabert, ils ont mené l'eau potable, au cours des travaux a été mis à jour la base d'une villa romaine, 1 siècle avant Jésus-Christ à 3 siècles après. Les travaux étaient suivis par un archéologue, bien sûr, qui a fait un rapport scientifique. Et ensuite, eh bien, tout cela est noté dans la carte archéologique de la Gaule de Géraldine Bérard. Et donc, on est en 1992. En 1992, on a quelque chose de matériel, de solide, de vrai, d'existant. Suite à ça, Roger Coréard en parle dans son livre, Le site secret du lion, mais il n'était pas présent quand ça s'est passé, il a seulement entendu dire, donc il l'a mentionné. Après Roger Coréard arrive un radiesthésiste, je ne sais pas comment on appelle ça, il dit que j'ai des dons. Donc je le croise, et bien je lui dis si vous avez des dons, il faut me trouver cette vie-là. Parce que moi j'ignorais, en habitant sur place, j'ignorais ça parce qu'à l'époque j'étais dans les colonies. Et donc ce monsieur, Roger Coréard, m'avait montré une zone, mais il n'avait pas été précis. Et ce monsieur va à un endroit, le mentionne, donc du coup on met des piquets, on fait des photos, et tout ça, ça part dans le tiroir des oubliettes. On est 1992, le livre de Coréard, 2011 se passe cet événement. Ça part dans le tiroir. En 2016, une autre personne qui voit les vidéos, comme quoi que c'est quand même porteur dans un sens, se dit, mais s'ils n'ont pas trouvé Théopolis, j'y vais, je le trouve. Il suffit qu'on l'amène sur place. On ne peut pas l'amener sur place puisqu'on ne sait pas où c'est. Par contre, on sait où il y a quelque chose en 1992. Donc du coup, on prend rendez-vous avec lui. Et quand il arrive, un temps exécrable. On n'y voyait pas 20 mètres, la pluie, le brouillard, etc. Et donc, je lui demande de chercher cette villa romaine dont je connaissais depuis l'emplacement, puisque l'archéologue qui était en charge me l'avait montré. Et donc, à ma grande surprise, il part, et au lieu d'aller à l'emplacement de 1992, de 2011, eh bien, il va l'opposer. On ne peut pas se repérer, on ne peut pas dire qu'il avait pris des repères ou des trucs comme ça. Donc, du coup, bon, ben, je le prends en charge, bloc-notes, appareil photo, imperméable, parapluie, et il trouve un emplacement de droit, il en trouve 9. C'est sous terre, rien de visible, c'est pas l'emplacement de 1992. Donc, du coup, petit rapport au président, et on décide de se revoir au mois de septembre. Au mois de septembre, il revient, on a réuni du personnel, du matériel, tout est prêt, il retourne au même endroit. Et à partir de là,
eh ben, il est accompagné d'une autre personne qui a une autre technique. Et du coup, ben, je crois que plus de 30 emplacements qui sont trouvés. Et tout ça est enfermé dans un fer à cheval avec 2 ouvertures en bas. Voilà. C'est assez symétrique, enfin ordonné. Donc, est-ce qu'on est sur le point de défense? Partiellement. On ne sait pas. On n'a aucune prétention. Donc, on est en train de travailler sur ça, de faire le texte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai contacté la PRGM d'Aix-en-Provence qui s'occupe des tremblements de terre. C'est l'organisme officiel. En leur donnant une date, l'an 453. Parce qu'il y a un ingénieur bruxellois qui a écrit que la Provence a été ravagée par un tremblement de terre. Et ils n'ont pas connaissance de ce tremblement de terre. Donc d'un côté, on écrit 453, c'est la fin de Dardanus. D'un autre côté, là, on trouve quelque chose qui serait enfoui, et comme c'est enfoui, bien sûr, on ne peut pas trouver Théopolis, en étant sous 3 mètres sous terre. Bon, on n'a pas le droit de fouiller, on est dans le périmètre des 500 mètres, voilà. Donc on est bloqué, on fait une vidéo à ce sujet, et on laissera les gens seuls juges de ce qu'ils auront comme élément quand ils vont voir la vidéo et le commentaire.